Des initiatives de blogueurs, des choses très intéressantes, mais un peu dispersées, et surtout avec pas d'économie derrière, c'est-à-dire qu'en fait les blogueurs le faisaient sur leur temps disponible, avec parfois des choses très expérimentales et très intéressantes, mais donc qui n'étaient pas payées, qui n'étaient pas rémunérées. Et puis d'autre part, des initiatives d'éditeurs qui consistaient plutôt à scanner le fond des BD existantes pour les proposer en PDF en ligne. Ce qui a amené d'ailleurs pas mal de gens à se dire, mais si c'est ça la BD en ligne, c'est pas très intéressant, on a l'impression que c'est une version pas dégradée, mais en tout cas pas enrichie, parce qu'on voit finalement la lecture devant son ordinateur, elle n'est pas très intuitive, c'est pas forcément très agréable de lire assis à son bureau. Surtout que c'est pas prévu pour. Voilà. Ça tient pas compte de ce que peut t'apporter. Non, voilà. Donc on avait plutôt une espèce, enfin un certain nombre de personnes, et peut-être nous au tout début, on avait une sorte d'a priori en disant mais est-ce que vraiment quelque chose peut se développer là? Or les blogueurs étaient là pour nous montrer, entre autres, que si, qu'il y avait des choses intéressantes. La revue, peut-être qu'on peut dire deux mots sur le contenu, justement. Donc on va dire une centaine de planches de bande dessinée, ou une équivalence numérique, avec une proposition gratuite en ligne sur le site d'Arte, avec 60 à 70% du contenu, chaque mois. Et un numéro va chasser l'autre. Et ce sera donc accessible gratuitement, ce qu'on peut appeler en streaming, c'est-à-dire que le numéro ne peut pas être téléchargé. Les abonnés, eux, pourront le télécharger et avoir l'intégralité du contenu, c'est-à-dire 30 à 40% de contenu supplémentaire. Et on voudrait petit à petit, parce que bon, c'est quand même un énorme chantier à mener sur plein de fronts, c'est-à-dire qu'il faut inventer des choses technologiques, il faut inventer des narrations différentes, il faut inventer des contrats différents, donc ça prend du temps. On voudrait petit à petit améliorer cette offre pour les abonnés. L'idée vraiment, c'est qu'être abonné, au fur et à mesure, ça sera de plus en plus intéressant parce qu'il y aura des bonus, il y aura des offres strictement réservées aux abonnés, etc. Il faut quand même expliquer que le but de la revue, on n'est pas dans le fanzine. L'idée, c'est que les auteurs qui produisent pour Professeur Cyclope soient rémunérés pour leur travail. Il y a une logique économique installée dedans. Ouais, oui, ce qu'on voulait, c'est justement faire quelque chose qui n'existait pas encore. Comme l'usage du web, c'était plutôt la gratuité, on restait dans un statu quo, de dire finalement, ce n'est pas possible. Il y a eu une expérience qui est venue un peu secouer le cocotier et qui nous a un peu réveillés, c'était l'expérience de Thomas Cadden avec les autres gens. Bon, lui, il a été un peu sabre clair. J'explique en deux mots le principe des autres gens, c'est une sorte de cadavre exquis où chaque auteur va réaliser plusieurs planches à la suite. Il y avait un scénario de Thomas Cadden, mais qui est en ligne. Chaque jour, il était en ligne avec un nouvel épisode et un dessinateur différent. Voilà, et il est arrivé à avoir 1500 abonnés, je crois, plus ou moins. C'est ça, un endroit où tout le monde disait qu'il n'y a pas de marché. Voilà, quand même réussi à fidéliser 1500. Voilà. Et depuis, on a fait par la suite des albums qui sont parus. C'est ça. En fait, l'expérience nous a montré que quand on propose quelque chose de vraiment particulier, d'ambitieux, qui n'existe pas ailleurs, les gens sont prêts à suivre et même à payer pour. Mais si on respecte un certain nombre de règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un prix excessif ou trop proche de celui du papier, parce que l'usage n'est pas le même. Un lecteur n'a pas forcément envie de payer le même prix, une lecture en ligne et un livre. Ce qui est encore presque le cas aujourd'hui. On peut trouver des albums en ligne qui sortent en librairie, leur prix d'achat et de téléchargement n'est pas très éloigné du prix de l'album. Oui, mais nous, on n'est pas forcément en phase avec ça, mais c'est pas nous qui décidons. Il ne faut pas que ça soit trop bas non plus, parce que ça laisserait entendre que, quelque part, il n'y a pas le prix de la création derrière. Donc l'entre-deux n'est pas évident à trouver, d'autant qu'on voit bien que, on le saura en lançant le truc, est-ce que le prix sera celui que les gens sont prêts à mettre? Et en fait, là, tout le monde c'est du doigt levé. On essaie et on voit si ça fonctionne. Donc, et puis il y a aussi, on essaie nous de chercher des partenariats qu'on appelle du B2B, du business to business, c'est-à-dire en fait on vend des packages d'abonnement à des entreprises, des CE, des choses comme ça. Parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il n'y ait pas immédiatement les 7, 8 000, 10 000 abonnés qui nous permettraient d'être complètement indépendants. 8 000 abonnés, ça nous permettrait de même pas avoir de coproduction. On serait complètement, un peu plus. Il vaudrait mieux 10, 12 000, mais on va dire qu'en tout cas, on commencerait à être singulièrement indépendant. Il nous faudrait 10 000 abonnés si c'était que des abonnés individuels, particuliers. Mais comme le modèle se construit sur plusieurs pieds, pour l'instant,
la première année, si on a 1500 abonnés, ce sera très bien. C'est plus ce qu'on attend voilà. que ce qu'on voudrait. Si Nos objectifs sur l'année, c'est d'essayer d'avoir 1000 abonnés. Ça serait 1500. très bien. Maintenant, si on en a 3000, on est les rois du pétrole. Ça ne veut pas dire qu'on est indépendant, mais c'est toujours ça de gagner, bien sûr. En gros, si on avait 10 000 abonnés dès la première année, eh ben on serait heureux parce qu'on serait complètement indépendant. C'est ça.